Saviez-vous qu'entre 30 et 60% des adultes mariés dans les pays occidentaux disent avoir eu une liaison? C'est un chiffre assez énorme quand on y pense. Absolument. Et l'infidélité, c'est bien plus qu'un simple écart moral, hein. C'est souvent un vrai séisme émotionnel, une rupture de ce lien d'attachement. Oui, une trahison en fait. Exactement. Aujourd'hui, on va essayer de plonger un peu dans la psychologie de tout ça. On s'appuie sur des recherches, des gens comme Shirley Glass, John Gottman ou même Helen Fisher, Sue Johnson. Des pointures dans le domaine de la thérapie de couple et de la psychologie. Voilà. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les mécanismes complexes qui sont derrière, et puis aussi les impacts psychologiques que ça peut avoir. Alors justement, commençons par le début. L'infidélité, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que apparemment, ce n'est pas juste une question de sexe. Non, non, pas uniquement. Shirley Glass, par exemple, elle qui a beaucoup étudié ça, elle distingue trois formes principales. Bon, il y a la forme sexuelle, classique on va dire, avec contact physique, D'accord. mais il y a aussi l'infidélité émotionnelle. Là, c'est quand on développe un lien affectif très très fort, une intimité, une complicité avec quelqu'un d'autre, en dehors du couple. Hmm. Une connexion secrète, en quelque sorte. C'est ça. Et la troisième forme, c'est l'infidélité virtuelle. Avec Internet, les réseaux sociaux, des échanges en ligne qui deviennent intimes, romantiques, voire sexuels. Ah oui, ça c'est intéressant. Et ça rejoint ce que dit John Gottman, non? Sur le fait que la trahison, c'est subjectif. Tout à fait. Pour Gottman, ce qui compte, c'est la violation des frontières que le couple a définies, que ce soit dit clairement ou pas. Donc même sans sexe, un lien secret peut être vécu comme une trahison terrible. C'est une rupture du pacte d'exclusivité, quel qu'il soit. D'accord. C'est le contrat du couple qui est brisé. Exactement. Et c'est là où la perspective d'Hélène Fischer, l'anthropologue, devient intéressante. Elle parle de cette tension entre la norme culturelle de la monogamie, notre besoin de stabilité, et puis peut-être des pulsions plus anciennes qui nous poussent vers la nouveauté, la dispersion. Un conflit entre le désir et l'attachement, quoi. Voilà. Un conflit latent qui peut ressortir si le couple se sent fragile ou insatisfaisant. Alors, ça nous amène à la grande question, pourquoi? Pourquoi on trompe? Qu'est-ce qui pousse les gens à franchir cette ligne? Bon, c'est rarement une seule raison, hein, c'est souvent un mélange. Mais pour simplifier, on peut voir trois grandes catégories de causes. D'abord, des facteurs qui tiennent à la personne elle-même, disons intrapersonnels. C'est-à-dire? Ben, par exemple, un manque d'estime de soi. On va chercher ailleurs une validation, une preuve qu'on plaît toujours, ou alors la recherche de nouveautés, de frissons. Là, la dopamine joue un rôle important. Et parfois des choses plus lourdes, dépendance, certains troubles psy comme l'addiction sexuelle ou une instabilité émotionnelle forte type borderline. Ok, donc des raisons très internes à l'individu, mais le couple, c'est deux personnes. Comment les problèmes dans la relation elle-même peuvent jouer? Ah ben c'est la deuxième catégorie, les causes relationnelles. Et c'est souvent central, l'éloignement émotionnel, cette impression d'être seul même à deux. La solitude à deux. Ouais. Voilà, l'insatisfaction sexuelle qui s'installe, des conflits qui reviennent sans arrêt et qu'on n'arrive pas à gérer. D'ailleurs, Gottman dit un truc assez fou, 69% des conflits de couple seraient insolubles, perpétuels. Ah oui, quand même. L'important, c'est pas de les résoudre à tout prix, mais d'apprendre à vivre avec, sans que ça détruise la connexion. Si cette connexion se perd, la porte s'ouvre plus facilement à une liaison. Et la troisième catégorie, c'était quoi? L'environnement, Exactement. Les facteurs contextuels. l'occasion qui fait le larron, comme on dit, les voyages d'affaires, l'ambiance au travail, la facilité des rencontres en ligne aujourd'hui. Les tentations, quoi. Oui. Et puis l'alcool, certaines drogues qui désinhibent, parfois même une certaine pression sociale ou culturelle, dans certains milieux. Bon, on a vu les causes possibles. Parlons des conséquences. Parce que là, quand ça éclate, l'impact psychologique doit être terrible. Oh oui. Pour la personne trompée, c'est souvent vécu comme un véritable traumatisme. Shirley Glass, elle compare même les symptômes à ceux d'un stress post-traumatique, le TSPT. Carrément, ouais. Le TSPT. Oui, oui. Hypervigilance, on cherche des preuves partout, des pensées qui viennent sans cesse, des flashs de la découverte, une anxiété énorme, de la colère bien sûr, et puis l'effondrement de la confiance en l'autre, mais aussi en soi. Des troubles du sommeil, un sentiment de n'être plus rien. Waouh, entendre parler de TSPT, ça montre vraiment la violence du choc. Et pour la personne qui a trompé, même si c'est elle qui a agi, il y a des conséquences aussi, j'imagine. Bien sûr. C'est différent, mais il y a souvent une énorme culpabilité, de la honte, une ambivalence terrible, tiraillée entre le partenaire et l'amant, ou l'amante. Et parfois, des mécanismes de défense, pour tenir le coup, comme la dissociation. C'était pas vraiment moi. J'étais perdu. Pour gérer le conflit intérieur, en fait. Voilà. Et pour le couple lui-même, en tant qu'unité, Oui, qu'est-ce qui se passe pour la relation? c'est une crise fondamentale. Le sentiment de sécurité qui est la base d'une relation saine, il est
pulvérisé. La confiance est à reconstruire de zéro, si c'est possible. Et ça remet en question toute l'histoire commune. Tous les souvenirs sont relus à la lumière de ce secret, de cette trahison. Ça teinte tout le passé, en fait. Exactement. Sue Johnson, qui a créé la thérapie centrée sur les émotions, elle parle d'une blessure d'attachement majeure. L'infidélité, ça devient le symbole criant de ce besoin fondamental qui n'a pas été entendu. Tu n'étais pas là pour moi quand j'avais besoin de toi. C'est très profond. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, ce qu'on retient, c'est que l'infidélité, c'est loin d'être juste une histoire de morale ou de faute. C'est un phénomène psychologique vraiment complexe. Oui, avec des racines multiples, personnelles dans la relation et dans le contexte. Et les conséquences, elles sont potentiellement très lourdes pour les personnes et pour le couple. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, pour rebondir sur ce que disait Gottman, sur les conflits insolubles, ça pose une question, non? Comment un couple peut activement travailler sur sa connexion, sur sa communication, sa transparence, avant d'en arriver à une crise? Prévenir plutôt que guérir, en somme. En quelque sorte. Comment transformer ces points de friction inévitables, non pas en failles qui mènent à l'écart, mais peut-être en occasion de mieux se comprendre, de renforcer l'intimité? C'est peut-être ça la vraie question de fond.